Jean-Michel Vernochet, bonjour à toutes et à tous, bonjour Jacques. On se retrouve donc aujourd'hui avec Jean-Michel Vernochet pour présenter son nouvel ouvrage qui s'appelle Les fiancés de la mort et qui sort aux éditions Sigest le 15 février, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ouvrage dans les grandes lignes? Alors, ça part du 11 septembre. Oui. J'assiste en direct à cet avion qui s'encastre, si tant est que ça ne soit pas un hologramme. Monsieur non, parce que personne, même M. Trump, je rappelle qu'en 2011, M. Trump nous a bien expliqué que, ayant lui-même dirigé des ingénieurs pour la construction de la Trump Tower, les poutrelles d'acier ne peuvent pas céder sous l'impact d'un avion. Voilà. Et encore moins fondre à la température dégagée par la combustion du kérosène, l'inflammation du kérosène. Donc M. Trump était déjà, de ce point de vue, tout à fait révisionniste. Alors bien sûr, on ne met pas l'accent là-dessus, mais ceux qui auront envie de gratter peuvent le faire. Donc nous partons du 11 septembre, qui est coup d'éclat, coup d'état planétaire, et à partir de là, tout va s'enclencher, puisqu'au lendemain du 11 septembre, il y a un fameux général que tout le monde connaît, dans les couloirs du Pentagone, qui dit « ça y est, nous sommes partis en guerre contre cet État ». Le général Wesley Clark. Wesley Clark, qui est pourtant un homme du sérail, comme on dit, qui va nous expliquer qu'il va y avoir des guerres. Alors, il n'y a pas une guerre contre le Pakistan pour l'instant, mais il y en a une contre la Libye, il y en a une en cours contre la Syrie, contre l'Irak, contre le Yémen, contre la Somalie. C'était Papa Bush, hein, c'était avant, ça avait déjà démarré. C'est M. Kouchner avec son sac pas de blé, mais le sac de riz. C'était le Soudan qui était, je crois, dans la liste. Le Soudan était dans la liste. De toute façon, le Soudan a été morcelé. Il y a eu le Darfour, mais le Darfour, c'est comme le Donbass, ça peut très bien ressurgir. Je signale qu'on doit pouvoir trouver sur la toile, j'avais écrit un article tout à fait remarquable sur la question du Darfour, un article comme j'en ai jamais vu d'autre, donnant tous les tenants et les aboutissants. C'est une guerre de l'eau, c'est une guerre entre nomades et sédentaires, et il y aurait une mer souterraine sous le Darfour dont personne ne parle, mais qui a été repérée par des experts allemands. Alors, mon livre part à partir du 11 septembre, puisque c'est le démarrage, au fond, peut-être, de cette troisième ou de cette quatrième guerre mondiale, qui ne dit pas exactement son nom. Alors troisième, vous dites troisième ou quatrième, puisque selon certains théoriciens américains, la troisième guerre mondiale a été la guerre froide, et que donc la quatrième guerre mondiale est cette guerre contre le terrorisme, cette guerre infinie contre le terrorisme international. J'ai compris que la guerre froide avait été une guerre mondiale, le jour où... alors on se croit savant, mais il n'y a pas pire ignorant que celui qui croit savoir. J'ai découvert qu'en Angola, il y avait eu jusqu'à 300-400 000 Cubains qui avaient combattu. Alors, on va dire que je me trompe, que ce n'est que 200 000, mais la guerre d'Angola a été une guerre à dimension continentale et à dimension mondiale. Or, aujourd'hui, la guerre de Syrie est une guerre mondiale. Vous avez 100 nationalités parmi les mercenaires, vous avez des coalitions, 2, 3, 4 coalitions qui sont concurrentes, rivales souvent, qui participent, qui ne soutiennent pas exactement les mêmes camps dans un imbroglio effroyable, inextricable. Nous avons une guerre mondiale en réduction, de même que la guerre d'Espagne, avec ses brigades internationales, a été le détonateur, le précurseur ou le vestibule de la Seconde Guerre mondiale. Donc les groupes terroristes, le terrorisme est l'arme de cet impérialisme qui a été utilisé à partir du 11 septembre 2001 pour abattre ces 7 pays qui étaient dans la liste que l'on avait donnée à Wesley Clark au Pentagone. Est-ce que c'est votre thèse? Est-ce que c'est ça que vous essayez de mettre en évidence? Armes et prétexte, armes et motifs. Je m'inquiète un peu quand j'entends aujourd'hui, dans l'entourage de Trump, dire que l'Iran est le premier État terroriste du monde. Il faudrait nous le dire, il faudrait nous le prouver. Pourquoi? Parce que l'Iran intervient aux côtés des chiites irakiens. Enfin, je ne sais pas pourquoi on dit ça, je ne sais pas sur quoi on se fonde. Non pas que les pasdaran iraniens soient des anges de vertu, que l'Iran n'intervienne nulle part. Enfin, pas plus que les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas pour faire plaisir justement en fait à l'État d'Israël
que Donald Trump se lance dans ces attaques verbales contre l'Iran qui ne seront suivies de pas grand-chose, comme Michael Flynn, qui est un de ses conseillers, et qui a mis en garde Téhéran, mais mettre en garde contre quoi, on ne sait pas. Ce ne sont que on dirait que ce sont des déclarations pour calmer les Israéliens. Ça fait partie de l'explication. C'est certain, il faut... on passe un peu de baume sur les plaies, après les mesures de M. Obama concernant le gel des colonisations, mais de toute façon, quand on regarde la carte, que reste-t-il à un hypothétique État palestinien? Il reste rien. Alors au fond, l'administration Trump ne fait que constater un état de fait. Bon, mais passons là-dessus, ce n'est pas notre propos. Oui, mais cela va au-delà. Alors, on a eu beaucoup utilisé un essai de missile, qui d'ailleurs, à ma connaissance, je peux me tromper, était un missile très courte portée, un missile, une arme de théâtre, 300 km. Arme de théâtre, ça va de 100 à 300 à peu près, de 300 km, même pas de moyenne portée, 300 km, qualifié par la presse de missile à longue portée. Après ça devenait un missile balistique, mais un missile balistique c'est 10, 12, 15 000 km, c'est pour frapper les États-Unis. De même que bouclier antimissile avait été déployé en Europe orientale pour contrer de soi-disant attaques contre les États-Unis de missiles balistiques iraniens qui n'existent pas. Seuls les Chinois ont peut-être des vecteurs d'une telle portée ou d'une telle capacité. Donc il y a effectivement des ambiguïtés. Alors on peut trouver des explications simples, rassurer l'État d'Israël, acceptons-la, mais il y en a d'autres. Je pense que ça touche des questions de fond, et il y a encore des séquelles qui demeure de l'ancienne administration dans l'esprit, et surtout la perception des événements vus de Washington, qui n'est pas celle vue de Paris, en tout cas vue du Quai d'Orsay, n'est pas exactement la même. Alors il y a beaucoup, je m'inquiète du chemin qu'il y a à parcourir, on le voit aussi à propos de Madame Tymoshenko du Donbass. Madame Tymoshenko, femme souvent varie, c'est vrai qu'elle varie, mais c'est une virago, et on sait que la Russie, ayant récupéré, si je puis dire, la Crimée, ne la lâchera plus. Or, dans l'administration américaine, on en fait toujours un casus belli et une question de principe, comme l'on dit. Alors revenons-en à votre ouvrage. Donc vous disiez, vous êtes parti du 11 septembre, vous disiez que le terrorisme est un instrument et aussi un prétexte de l'hégémonie, ou plutôt de l'extension du chaos, en l'occurrence dans le monde musulman. Et quels sont vos pronostics aujourd'hui, actuellement, où en est cette guerre internationale terroriste? Terrorisme utilisé. La question est fondamentale, elle est intéressante évidemment, elle est difficile, elle est complexe. Le terrorisme, c'est un instrument à l'international. On s'aperçoit, et je m'étais trompé, je pensais que les Américains connement voulaient apporter la démocratie en Irak, et des amis plus lucides que moi, des amis orientaux d'Alexandrie, m'ont expliqué, mais non, Jean-Michel, trompe complètement, ils veulent apporter la guerre civile, le chaos, etc. Autrefois, on régnait sur la division, mais la forme moderne de la division, c'est le chaos. Et c'est pas le chaos qui va s'avérer constructif, c'est le chaos tout court. Quand vous avez... alors on peut morceler les pays. L'Irak, ça sera entre Kurdes au nord, division ethnique, puisque les Kurdes sont des sunnites arabes au centre, chiites au sud sur les champs pétroliers. Les Kurdes ont aussi des champs pétroliers. Et voilà. Donc on peut morceler les pays. Mais si on a le chaos permanent, si on a une plaie putride, c'est encore mieux, parce que comme ça, vous n'avez plus d'ennemis alentour. L'Iran reste gênant aujourd'hui parce que c'est un pôle d'accrétion régionale, un pôle de puissance. La Syrie, à une certaine époque du temps d'Hafez el-Assad, voulait le leadership, là j'utilise volontairement un mot anglais, le leadership régional, puis ça a été l'Irak, et aujourd'hui il y a, on dit, un conflit pour le leadership entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais je pense que l'Arabie Saoudite ne fait pas le poids et qu'elle le sait d'ailleurs. Il y a aussi la Turquie.
Et il y a aussi la Turquie, mais la Turquie est quand même aujourd'hui peut-être en de mauvaises mains. Oui. En de mauvaises mains, avec un homme aussi qui varie. On ne sait pas très bien où veut aller M. Erdogan. Et il ne le sait pas lui-même, je pense. Si quelqu'un est imprévisible, c'est bien M. Erdogan, beaucoup plus que M. Trump. Donc, au plan international, le terrorisme et le méga-terrorisme est utile à ces guerres que je ne qualifierais pas comme Thierry Messant coloniales, des guerres de conquête, en tout cas de dislocation des États-nations, qui permettra de cheminer, d'intégrer, d'aller vers l'unification du marché mondial et donc vers la gouvernance mondiale, la fameuse République universelle. Donc le terrorisme est déjà un instrument pour cela. Et ce terrorisme le plus particulier, ce terrorisme djihadiste, salafo-wahhabite, j'ai pas dit salafiste, j'ai dit salafo-wahhabite, je connais les nuances, est l'instrument idéal puisque c'est au fond une sorte, à l'échelle du monde musulman, qui regroupe 1,5 milliard d'hommes, c'est l'équivalent du communisme des bolcheviks marxistes-léninistes de 1917, qui avait une vocation mondiale. Et là, la vocation de l'État islamique, c'est d'allumer des focos. M. Che Guevara voulait des focos, lui aussi, mais M. Guevara était infiniment plus sympathique. D'abord, il aimait les chiens. Un homme qui aime les chiens ne peut pas être entièrement mauvais. Et donc, M. Guevara voulait allumer les focos, ça s'est rapidement éteint, sauf que la diaspora musulmane est de plus en plus perméable à cette nouvelle version, à ce qui prétend être la nouvelle orthodoxie de l'islam, à savoir le wahhabisme, et ça c'est proprement inquiétant, parce que c'est l'intolérance de l'intolérance. Et c'est un outil, et le wahhabisme est évidemment un outil. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi le parallèle justement avec les mouvements anarchistes des 19e, 20e siècles sur le plan idéologique? Là, on a parlé des plans politiques et géopolitiques. Et lorsqu'on analyse le monde musulman actuel, en tout cas ces dernières décennies, on voit qu'il y a eu une chute de la croyance religieuse, tout comme l'Europe du 19e siècle. Et cette croyance religieuse en chute libre a été immédiatement remplacée par cette idéologie moderne. On doit la classer dans les idéologies modernes, qu'est le wahhabisme, tout comme le socialisme d'hier. Donc, est-ce que ce wahhabisme qui a pénétré les cœurs et les esprits des jeunes musulmans désislamisé ne peut pas être assimilé en fait à ce socialisme, l'anarcho-socialisme du 19e et 20e siècle, et pris dans le même mouvement avec le même objectif? Et lorsqu'on s'intéresse à l'anarchisme du 19e siècle, on voit qu'il y a véritablement une volonté de subversion mondiale. Alors, bravo Youssef. Cher digne élève, Youssef va pas être d'accord, mais enfin bon. Cher digne élève et grand élève, je suis fier de vous. Vous avez quasiment tout dit. Oui, le wahhabisme n'est pas une religion, ce n'est pas une foi, c'est une idéologie. C'est une idéologie au fond nihiliste. Ils veulent détruire, mais que veulent-ils construire réellement ou reconstruire? À part de l'utopie, ils vont peut-être nous offrir, comme M. Hamon, le revenu universel. 750 € par mois, en nous faisant payer. On a bien dit que toutes les transactions, quand vous irez tirer de l'argent au guichet, c'est une incidente mais rigolote, on vous prendra 5% de ce que vous aurez retiré pour pouvoir financer le revenu universel. Mais nous sommes censés tous en bénéficier, ce qui ne sera pas le cas, parce que on sait bien que l'égalité, c'est pas forcément pour tout le monde. Revenons à nos moutons. Le wahhabisme est une idéologie, et c'est une idéologie, vous avez bien noté, nihiliste. Mais alors je reviens quand même à mon livre, parce que si je raconte tout livre, plus personne ne l'achètera, ce qu'il faut faire, parce que ce soit l'éditeur, que ce soit les auteurs, quand vous écrivez un livre, Youssef, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, personne ne vous subventionne, vous n'êtes pas Monsieur Macron, non. Vous n'avez pas Monsieur Berger derrière, non, ni Monsieur Attali, ni Monsieur Mac, ni toutes ces grandes fortunes, ni je ne sais quelle banque, etc. et autres. Nous œuvrons avec nos faibles forces. Elles existent, nos forces, grâce peut-être à l'aide d'en haut. Alors, c'est un nihilisme
nihilisme, même Bakounine a eu peur. Même Bakounine, qui est sans doute peut-être l'auteur, enfin celui qui a tenu la main de Netchaïev pour le catéchisme, le catéchisme terroriste, catéchisme terroriste, qui a servi, qui était le livre de chevet de M. Lénine. Même Bakounine sentait que ça allait trop loin. Mais ces gens voulaient, l'idée fondamentale, c'était la destruction. Or, je ne sais pas, l'État islamique prétend reconstruire son État, mais si les gens sont enfermés chez eux, ont peur d'aller au marché, que si les femmes ne savent jamais si leur mari, leur frère, leur fils, leur cousin, leur oncle rentrera après être sorti approvisionner la famille, ce n'est pas une vie. Enfin, il suffit d'entendre les témoignages, que ce soit à Alep, et ce n'était pas l'État islamique à Alep, mais également à Mossoul, on se rend bien compte que nous avons affaire à l'État bolchevique dans les 2 années de terreur rouge. C'était à peu près la même chose. Parce qu'il est aujourd'hui de bon goût et de bon ton de tout mettre sur le dos de Staline. Non, la grande catastrophe, c'est octobre 1917. Alors, oui, le wahhabisme, le salafo-wahhabisme, djihadiste, takfirisme qui veut s'imposer, et vous avez bien noté, j'insiste là-dessus, sur le fait que les jeunes qui sont le plus perméables sont désislamisés. D'ailleurs, on voit que les suicidaires, je ne sais pas s'ils veulent se racheter, mais sont souvent ceux qui ont succombé aux pires turpitudes de la société de consommation. Donc des caïras, des débauchés, des viveurs, appelons-les comme on voudra. Ces gens sont d'islamisés, on peut même dire, pour parler comme une Tintin, déculturés. Ils n'ont plus de culture. D'ailleurs, est-ce que les islams, pardonnez-moi, les oulémas sont eux-mêmes véritablement formés ont-ils la capacité de conduire l'islam dans sa confrontation à la modernité? Parce que là, il y a un vrai problème. Sans doute faut-il, alors ça serait un autre débat, réouvrir les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'exégèse coranique, non pas pour adapter le Coran, comme on voudrait adapter l'Église. Ce que veulent faire les réformistes. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, mais pour éclairer véritablement le message, puisque vous l'appelez le message, n'est-ce pas? Hein, donc, le terrorisme sert également, c'est un instrument merveilleux de politique intérieure. Un bon petit attentat remonte dans les sondages. Ça n'a pas suffi pour maintenir M. Hollande et consolider M. Valls, pour les maintenir à flot, mais on voit qu'il y a un usage aussi intérieur, et donc beaucoup se posent des questions qui ne sont peut-être pas, qui ne seront toujours non vérifiables, mais qui ne sont pas forcément illégitimes sur des opérations sous faux drapeau, à savoir y a-t-il des tireurs de ficelles? Comment expliquer les zones d'ombre? Alors, les anti-conspirationnistes ne veulent plus qu'on éclaire les zones d'ombre ou qu'on se pose des questions. Il ne faut plus être cartésien. Vous avez vu comme moi, je m'arrête ici, que le Monde vient de sortir un espèce de blog qui va vous dire ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal. Et puis d'autres médias avec lui. Alors, donc, pour revenir, peut-être pour conclure là-dessus, sur le plan idéologique, on peut dire, à l'instar en fait des grandes révolutions qui, pour moi, débutent avec la révolution protestante, la réforme protestante, puis la révolution cromwellienne, la révolution française, et ainsi de suite, c'est par des moyens nihilistes, on va abolir l'ordre ancien pour en établir un nouveau. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Mohammed ibn Abdul Wahhab et la tribu des Saouds. C'est-à-dire qu'ils ont détruit des milliers de vies musulmanes dans la péninsule arabique. Ils ont tué hommes, femmes, enfants, ils ont tout arasé pour pouvoir établir sur les cadavres un royaume saoudite. C'est ce qui s'est passé avec Cromwell, c'est ce qui s'est passé avec la République française. Donc on peut classer donc le wahhabisme dans ces idéologies, ces mouvements révolutionnaires qui dans un premier temps harassent tout, comme en Irak et en Syrie, puis créent un État sur les cendres de l'État qu'ils ont détruit ou de l'ordre ancien. J'ai lu de nombreux témoignages de voyageurs, souvent juifs,
socialistes, voire communistes, communistes moins. Mais les socialistes s'étant rendus en Union soviétique en 1935-1936, on produisait énormément d'armements, l'effort de guerre était colossal, et les ouvriers parfois n'avaient même pas de cuillère ou de fourchette pour manger à la cantine de leur usine. Ils mangeaient. Mais ce n'était pas le cas de toute la population, puisque la misère sévissait. Cette politique de la tabula rasa, je l'illustre, j'ai lu un livre un peu curieux, dont je pourrais, le cas échéant, donner les références, d'un homme qui, en 1935, se paye un voyage en Union soviétique à grands frais, parce que le taux de change est extraordinairement faramineux, enfin, coûteux. Et un dimanche, il n'y avait pas de jour de congé, il n'y avait pas de dimanche, mais enfin bon, un jour de congé ou un jour de fête, puisque on travaillait par dizaines. On travaillait par dizaines, donc le dimanche avait été aboli. Il se place sur un pont et il voit passer toutes sortes de pionniers, d'autres, les travailleurs des usines qui se rendent à je ne sais quelle grande fête du parti. Et il demande à son guide, il dit, mais je ne comprends pas, je ne vois ici que des hommes très jeunes, ayant moins de 30 ans, enfin des hommes, pardonnez-moi, et des femmes de moins de 30 ans, comment se fait-il? Alors on ne lui répond pas. Et puis après, il repose la question plusieurs fois, mais on dit parce que les autres sont partis. Alors on lui explique, soit ils ont immigré, enfin tous n'avaient pas immigré, je vais préciser ce que je suis en train de dire, soit ils ont, en ce mot, ils ont été déportés, soit ils ont été carrément éliminés. Donc exil, déportation, immigration. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'il ne s'agissait pas d'aristocrates, de bourgeois, de représentants de l'Ancien Régime, il s'agissait de plusieurs classes d'âge, de façon indiscriminée. Donc la révolution a pu s'établir sur la liquidation de classes d'âge. Et on sait que la Terreur rouge a fait beaucoup plus enfin infiniment, ils étaient plus nombreux d'ailleurs, de morts chez les paysans et chez les ouvriers, c'est par centaines de mille et centaines de mille chez les ouvriers que chez les aristocrates qui de toute façon étaient en nombre limité et qui sont partis quand ils l'ont pu. Donc la tabula rasa, c'est... on va reconstruire à partir du néant. C'est pourquoi il faut détruire, bousculer de fond en comble. Et d'ailleurs, notre régime socialiste a bien compris, puisque on prend les enfants dès l'âge de 4 ans à l'école et on va leur expliquer que le sexe est une construction sociale et donc qu'il n'y a pas de sexe, qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas d'ethnie, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a rien. Et on va essayer de créer une sorte de gloubi-goulba extraordinaire de salade russe ou de salade niçoise, sans jeu de mots aucun avec ça, mais sauf que ça ne marche jamais et que le malheur est au bout de la rue. Donc pour conclure, à l'appui de votre ouvrage, quel est l'avenir donc du terrorisme international? Est-ce qu'il va finir comme ces idéologies révolutionnaires des 19e, 20e siècle, c'est-à-dire dans le chaos qu'ils ont eux-mêmes produit? Il y a des gens qui prennent le pouvoir, ils le perdent, quand ils le perdent, ils ne sont pas contents. Les idéologies du XIXe siècle ne sont pas mortes, elles sont toujours vivantes. Et je pense qu'elles vivront d'ailleurs assez longtemps, parce qu'il y a... Elles se transforment. Elles se transforment, il y a en l'homme une part mauvaise, une part d'appétence. Le diable est tentateur, c'est bien connu. Le marxisme n'est pas mort, le marxisme-léninisme n'est pas mort, et je ne parle pas de la Chine populaire, en l'occurrence, ni du Vietnam. Les idées sont toujours là, on voit bien que il suffit de raconter n'importe quelle connerie, comme Monsieur Hamon, on va vous faire un revenu universel, donc le droit à la paresse, le droit au parasitisme, pourquoi pas. Qui produira l'argent, on ne sait pas. Je ne parle pas des bourgeois, là, je parle des classes laborieuses. Donc ce qui restera du monde ouvrier jusqu'en haut de la société, tous les cadres de la société, mais tous ceux qui produisent devront produire cet argent. L'argent, on n'est pas à la Banque européenne, à la fameuse BCE. On ne crée pas, c'est pas la planche à billets qui tourne pour produire des milliards, 80 milliards actuellement par mois. Donc on continue à nous dire, alors le tabac c'est mauvais pour la santé, l'alcool aussi, la charcutaille, la viande, tout est mauvais pour la santé, mais par contre on va vous libéraliser le hashish.
C'est c'est pas Orwell, c'est Le meilleur des mondes d'Huxley, où il y avait le saumon, hashish plus neuroleptique. Vous noterez avec moi que le hashish qui est déjà quasiment en vente libre avec le hashish thérapeutique. Oui. Je sais pas si c'est du bio. Je sais pas si Je sais pas. vous savez qui le produit? Israël. Ah, intéressant. Information intéressante. Voilà. Bon, donc la terreur a de beaux jours devant elle. Ça restera une variable d'ajustement, en tout cas un moyen. La terreur permet de resserrer, le cas échéant, bien faire voter les gens. Et puis il y aura de temps en temps, périodiquement, un Lusitania, un Pearl Harbor, un bateau qui sautera dans le golfe, une attaque dans le golfe du Tonkin ou dans la rade de la Havane. Et nous aurons donc des prétextes à guerre et des prétextes à intervention. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Bon, ce sera le mot de la fin là. Donc je rappelle que votre ouvrage s'appelle Les fiancés de la mort et le sous-titre est Les stratèges de la terreur globale, qui sort le 15 février. c'est-à-dire dans quelques jours. Voilà. Merci Jean-Michel Verdechet. Merci à vous Youssef. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci aux frères Buffet.